Voilà, on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui, vous êtes nombreux et merci d'avoir répondu à l'appel. Notre casque aujourd'hui a ciblé la Palestine tout en se disant on est solidaire des autres pays du monde qui sont en train de souffrir actuellement. En fait, là c'est le 6e salon de la solidarité qu'on organise le casque. Pendant le Covid, malheureusement on n'a pas pu faire de salon de solidarité. Le but de ce salon de solidarité, c'est de faire découvrir qu'il y a des citoyens qui militent dans des associations pour la solidarité internationale, mais aussi au niveau local, puisqu'on a nos amis du Secours populaire qui sont toujours avec nous et qui localement, nous sommes partenaires avec eux, mais qui militent aussi pour la solidarité internationale. Voilà, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je vais vous demander, ça va durer 3/4 d'heure de débat, un petit peu d'attention. Ici, il y a les différents représentants d'associations. Il y a Kamel Rami qui est là, qui est notre secrétaire de l'UD 93, qui s'est déplacé malgré le mouvement contre la réforme Macron. Voilà, et il y a notre secrétaire du L qui est là aussi, et qui lui aussi s'est déplacé pour, malgré les combats qu'on doit préparer dès lundi matin contre la réforme Macron. Parce qu'en fait, on est solidaire international, mais aussi on ne veut pas se laisser faire, et donc on est tous dans la rue dès lundi matin. Je parle sous couvert de mon secrétaire général qui me regarde juste en face, Sébastien, qui lui, il est chaud, donc il est très chaud pour dès la semaine prochaine attaquer et nous aider à tenir bon et puis à lutter jusqu'au bout. Salah Hamouri, ce visage vous est familier? Ce visage vous est familier parce qu'il suffit d'aller dans le local CGT de la ville de Bobigny, des territoriaux. Vous avez une très belle affiche du comité de soutien de Salah Hamouri pour sa libération, mais on y reviendra. Salah Hamouri est un jeune homme de 37 ans, mais il a un très très long parcours de vie derrière lui et qui est assez représentatif de ce que vit actuellement et de ce que vivent actuellement les Palestiniennes et les Palestiniens dans les territoires occupés et à Jérusalem. Je devrais t'appeler maître parce que tu es avocat. Tu es né à Jérusalem le 25 avril 1985, tu as 37 ans, d'une mère française et d'un père palestinien originaire de Jérusalem. Donc tu es franco-palestinien, tu as grandi à Jérusalem, tu y es né, je l'ai dit, avec le statut très particulier qui est réservé aux Palestiniens de résident permanent. On y reviendra. Tu es titulaire d'un baccalauréat et tu fais des études de sociologie avec les tu es marié, ton épouse est française et son épouse sera expulsée d'Israël en 2016, on y reviendra. Ce que je veux souligner sur ton parcours, c'est tes emprisonnements successifs. Il y en a eu beaucoup, des emprisonnements de Salah Hamouri. Le premier, pendant ta seconde année de sociologie en 2005, le 13 mars, à un checkpoint, tu es conduit directement en prison. On t'accuse d'être membre d'une organisation qui s'appelle le FPLP, donc le Front Populaire de Libération de la Palestine, et d'avoir, accrochez-vous, réfléchi à un complot pour assassiner un rabbin, le rabbin Ovadia Yosef, leader d'un parti religieux ultra-orthodoxe, le Chasse. En 2009, ta demande de libération anticipée est refusée. Et tout cela sans aucune action du gouvernement français de l'époque. Pour rappel, c'est Sarkozy qui était à la tête de l'État, qui est à la tête. Il refuse de recevoir ta famille, qui est ici en France, pour ne pas froisser le grand ami Israël. Tu es libéré le 18 décembre 2011 avec 550 autres prisonniers palestiniens. En 2016, ton épouse, enceinte de 6 mois,
qui a un visa de résider à Jérusalem, est détenu pendant 3 jours, puis expulsé vers la France, sans possibilité de retour à Jérusalem. Donc tu ne verras pas la naissance de ton enfant. Tu as arrêté chez toi à Jérusalem et dans la nuit du 22 au 23 août 2017. Tu es placé dans ce qu'on va, que Salah va nous expliquer, en détention administrative pour une période de 6 mois, renouvelable indéfiniment, sur décision de l'armée israélienne. Après 13 mois d'incarcération, tu es libéré le 30 septembre 2018. Tu es invité à une table ronde à Lyon sur les accords d'Oslo et le préfet ne t'autorise pas à t'exprimer. Tu es ici en France, dans la PEP, des droits de l'homme et de la libre expression. Et aujourd'hui, on voit une succession de préfets qui refusent que tu interviennes. C'est pour ça qu'on est fiers aujourd'hui que tu sois reçu et que tu puisses t'exprimer librement à Bobigny. Voilà qui est Salah Hamouri. Donc ma première question, Salah, très cher camarade, c'est comment vas-tu? Bonjour à toutes et à tous. D'abord, merci pour l'invitation d'être parmi vous aujourd'hui. Moi, ça va, malgré la fatigue des tournées. Je passe partout pour essayer de parler de ce qui s'est passé avec moi, mais surtout de faire passer le message des restes des prisonniers politiques qui restent en prison. On a eu une victoire hier. Le cours administratif a annulé la décision du préfet de Nancy d'annuler mon débat hier soir. C'est une petite victoire, mais c'est une grande victoire au même moment. Parce que depuis mon expulsion, je préfère utiliser le mot déportation. Depuis mon déportation, on voit clairement qu'il y a une volonté politique, surtout de m'interdire de parler, de me présenter, de prendre la parole. Et c'est pour ça que aujourd'hui je suis ici et j'essaie d'être dans plusieurs villes pour dire que la liberté d'expression, on va la garantir et on va continuer. Aujourd'hui, il est sous surveillance permanente de la part des autorités françaises, alors qu'il est français, qu'il souhaite juste faire connaître le sort de ses compatriotes palestiniens, femmes, hommes, enfants, emprisonnés aujourd'hui, en sachant qu'aujourd'hui, les chiffres sont accablants. Près de 4950 Palestiniens et Palestiniennes, dont des femmes et des enfants, sont emprisonnés aujourd'hui au nom de cette procédure administrative. Pour faire comprendre le rôle important que vous jouez, tu me posais la question, qu'est-ce qu'il est devenu Salah Hamouri? Et ça m'est arrivé à 2 reprises, qu'à chaque fois que je suis en prison, il y a le mouvement de solidarité qui s'en occupe, il y a le comité de soutien, il y a le soutien ici en France et ailleurs. Ça m'est arrivé deux fois qu'il y a des prisonniers, des anciens prisonniers, qui disent Salah, pour nous, c'est un intérêt que toi tu sois en prison. Parce qu'à chaque fois que tu es en prison, on entend parler de nous. Alors je dis ça pour montrer à quelle importance est le rôle de la solidarité et de mouvement de soutien des Palestiniens ici en France. Par rapport à la question de détention administrative, moi j'étais 3 fois en détention administrative. La première en 2004, en 2017 et en 2022. La détention administrative, en fait, c'est une loi qui a été faite par le mandat britannique avant l'occupation israélienne. Elle s'appliquait sur les Palestiniens et sur les Juifs en même moment en Palestine. Et après 1948, l'occupant israélien il a repris cette loi pour l'appliquer sur les Palestiniens. Cette détention, cette arrestation
cette détention. C'est une loi qui permet à l'armée israélienne d'arrêter n'importe quel Palestinien pour une durée entre 1 mois et 6 mois sur la base d'un dossier de sécurité secret. C'est moi. Un dossier que ni tes avocats, ni toi ne pouvaient consulter. Alors, le dossier de sécurité que tu ne connais pas, et même après la fin de détention, tu ne connais pas, le dossier il reste accessible entre le procureur militaire et le juge militaire. Ni l'avocat, ni le prisonnier peut savoir il y a quoi dans ce dossier-là. C'est une durée de 1 mois jusqu'à 6 mois. Ça peut être renouvelable. Ça veut dire 6 mois, plus 6 mois, plus 4 mois. Tu ne sais pas quand est-ce qu'il n'y a pas une date de libération pour ces genres de détention. Il faut savoir que il y a des prisonniers palestiniens, ils ont passé plus de 10 ans et 15 ans en détention administrative sans savoir pourquoi ils sont en prison. Aujourd'hui, il y a 850 prisonniers en détention administrative, il y a des enfants en détention administrative, il y a des femmes en détention administrative, il y a des prisonniers malades, des âgés, mais aussi des professeurs, des universités, des étudiants, des facs. La détention administrative, c'est un des moyens de la destruction organisée par l'occupant pour détruire la société palestinienne. Parce qu'il y a des prisonniers qui peuvent simplement faire 2 ans, 3 ans en détention administrative, on les libère 2, 3, 4, 5 mois, après on le remet 2 ans, 3 ans, et ça continue, et ça continue, et ça continue, et ça continue. Alors la détention administrative, c'est vraiment un des moyens très agressifs de la destruction de la société palestinienne. J'ai envie, avant de poser la question, de revenir sur le rôle de l'État français, et notamment des gouvernements successifs. Je le rappelle, tu es français, tu dois jouir de la protection consulaire. Aujourd'hui, énormément de pays dans le monde, dont des pays qui sont dans l'Union européenne, reconnaissent l'État palestinien. Pour rappel quand même, et j'en suis assez fier parce que ça me rappelle, ça me rattache à mes racines, l'Algérie a été le premier pays à reconnaître l'État palestinien en 88. Donc quel a été le rôle quand on sait que le comité de soutien mené notamment par ton beau-père Jean-Claude Lefort, ancien député communiste, et ça aussi c'est une bataille des communistes et j'en suis assez fier également, l'insistance de ton épouse qui a demandé à maintes reprises d'être reçue par le gouvernement et par les autorités françaises, quel a été exactement le rôle ou le non-rôle de l'État français dans tes détentions successives? La France, depuis longtemps, malheureusement, elle a décidé de traiter Israël comme un État au-dessus de loi internationale. On a vu la France qu'elle a fait pour d'autres otages français en Turquie, en Amérique latine et ailleurs, à quel niveau la diplomatie française s'est impliquée pour défendre les droits de la liberté d'un Français. Moi, ça fait 22 ans que je suis harcelé par une force occupante, qui est connue au niveau international, par la loi internationale, par les Nations Unies, que c'est une force occupante. Malheureusement, la diplomatie française, et moi je sais, quand elle veut réagir, elle peut réagir. Quand elle a la décision de réagir, elle peut réagir. Parce que moi, en 2011, quand, à l'époque de Sarkozy, il me restait 3 mois à la fin de ma détention, mais quand ils ont décidé que moi, mon nom, il va être dans la deuxième vague de la libération contre le caporal franco-israélien Gilad Shalit, la diplomatie française, elle a insisté que je sois dans la deuxième vague et j'ai été libéré. Bon, on n'a pas gagné beaucoup, on a gagné 3 mois, mais on a gagné quand même. Ça veut dire,
La France, quand elle veut, quand la diplomatie, quand au niveau de l'Élysée, ils veulent faire, ils peuvent le faire. Quand il y a une volonté politique, ils peuvent le faire. Mais moi, je pense que le rôle de la France, surtout après, à la fin de cette, surtout après 2019, quand il y avait la décision du ministre de l'Intérieur israélien d'enlever mon statut de Jérusalem, moi je pense que les autorités françaises n'ont rien fait dans le dossier, et de rien faire et de ne pas bouger, ça a donné directement ou indirectement le feu vert à la force occupante d'aller au bout jusqu'à me déporter, parce que cette déportation, elle était même reconnue par les Nations Unies comme un crime de guerre. Et malheureusement, moi, je n'ai pas senti à ce moment-là que j'étais défendu comme un Français par les autorités françaises. Merci Salah, parce que tu soulignes quelque chose de très important, que tu fais partie de ces 550 prisonniers palestiniens qui ont été échangés contre un autre Français, mais qui se trouve être soldat de l'armée israélienne, Gilad Shalit, qui est franco-israélien. Donc, tu l'as bien illustré, quand la diplomatie veut, elle peut, puisque la France a pesé de tout son poids pour que Gilad Shalit, soldat de l'armée israélienne, soit relâché franco-israélien, alors que toi, malgré l'insistance et l'organisation des comités locaux et nationaux de soutien à Salah Hamouri, tu as été libéré dans la deuxième vague. Salah, aujourd'hui, la situation en Israël est très préoccupante. Benjamin Netanyahou a fait alliance avec des suprémacistes racistes d'extrême droite. J'ai quelques chiffres qui font quand même froid dans le dos. Le comité israélien contre les démolitions de maisons a estimé que Israël avait rasé 49 532 structures palestiniennes en 2019. Aujourd'hui, une affaire qui a fait très peu de bruit en France, mais qui a choqué au niveau international, l'affaire du village de Ouara. Ouara est une petite localité où il y a eu une expédition punitive menée par des colons en Cisjordanie le 26 février dernier, une véritable chasse à l'homme contre les Palestiniens. Des civils agressés au hasard, un Palestinien tué, des dizaines de maisons et de commerces et des véhicules incendiés. Il y a eu une réaction même au sein d'Israël. Je tenais à souligner qu'un Israélien, un juif religieux, Pierre Fink, a tellement ému qu'il a monté une cagnotte et il a réussi à collecter 460 000 € pour soutenir les villageois de Hawara. Tout ça avec l'approbation des nouveaux ministres d'extrême droite, racistes, suprémacistes, qui appellent à l'anéantissement du peuple palestinien. Je vous cite l'un des ministres de Netanyahou: je pense que Ouara devrait être anéanti, a déclaré le ministre israélien Bezalel Smotrich. Je pense que c'est ce que devrait faire l'État d'Israël. Que penses-tu de cette situation? Est-ce qu'aujourd'hui la rue israélienne peut aider à ce que ces personnes, ces ministres d'extrême droite, quittent le gouvernement? Est-ce que tu es optimiste sur la situation, notamment des Palestiniens à Jérusalem et dans les territoires? Alors là, il faut que je sois très clair pour bien se comprendre. Le mouvement social, pour commencer, le mouvement social israélien qui est en train de se dérouler depuis quelques semaines, c'est une question inter-israélienne. C'est une question qui n'a rien à voir avec les droits d'un peuple occupé. Parce que
on voit bien c'est quoi les demandes de ce mouvement social. C'est par rapport aux réformes, entre guillemets, des réformes par rapport à la Cour suprême que Netanyahou il est en train de faire pour garantir de ne pas y aller en prison. Et pour aussi garantir la place pour son ministre de l'Intérieur, de chasse, qui a fait 7 ans de prison pour corruption, mais malgré ça, Tu parles d'Itamar Ben-Gvir? Non, on parle du ministre de l'Intérieur qui n'est pas encore nommé. Alors, il faut le dire que le gouvernement israélien ne tombe pas du ciel, parce que Netanyahou, il est élu depuis 2008. Il a commencé, il est retourné au pouvoir depuis 2008. Il a perdu un mandat de 6 mois quand il y avait le gouvernement de centre-droite, on va dire. Mais depuis 2008, c'est Netanyahou au pouvoir. Et là, on voit clairement comment il a fait son gouvernement. Mais il faut le dire que ces gens, ils sont élus. Ils tombent pas, on a des élections. C'est toute une société qui est en train de choisir Ben-Gvir et Smotrich et Netanyahou pour être élus et avoir une majorité. Là, on est devant une société presque totale qui est en train d'aller vers l'extrême droite. Et le centre, parce que la gauche, on a vu qu'elle n'existe presque plus, parce qu'il n'y a aucune liste qui a pu passer les élections. Et quand il a commencé, parce qu'on voit clairement, ils ont fait plusieurs lois. Il y a des lois qui concernent la société israélienne, il y a des lois qui concernent les Palestiniens. Par exemple, dans les manifs, on n'a pas vu quelqu'un qui proteste pour la peine des morts des prisonniers qui vient d'être votés. On n'a pas vu un seul demande d'arrêter la loi qui concerne les Palestiniens de Jérusalem, qui élargit le pouvoir de ministre de l'Intérieur de la revocation des résidences de la résidence des Palestiniens à Jérusalem, comme c'est passé avec moi, parce que là, ils ont élargi son pouvoir. Alors, pour être clair, la question qui se déroule aujourd'hui, à Tel Aviv et ailleurs, elle n'est que une question inter-israélienne. Il n'y a aucun, ni qui sont au gouvernement, ni qui sont opposants au gouvernement, qui sont d'accord pour les droits des Palestiniens. Ils sont tous d'accord pour la continuation du projet colonial en Palestine. C'est une question inter-israélienne, il n'y a rien à voir avec les Palestiniens. L'association Ademir, elle a noté qu'en 2022, depuis l'arrivée de l'extrême droite il y a eu un recours sans précédent des autorités d'occupation sur la détention administrative, avec l'émission de 2409 ordres de détention en cours de l'année 2022, un nouveau ordre de renouvellement. Le 30 janvier 2023, les forces d'occupation ont tué 35 personnes, dont 8 enfants et 20 Palestiniens, et ça seulement pour la ville de Jenin. Aujourd'hui, plus de 600 000 colons israéliens vivent sur les territoires occupés. Plus de 100 000 hectares de terres palestiniennes ont été accaparés par Israël. Et nous avons tous en mémoire ces images de champs d'oliviers détruits. Plus de 50 000 habitations et autres structures ont été démolies par Israël, et plus de 4,9 millions de Palestiniens voient leur liberté de mouvement restreinte chaque jour. Quelle est la vie aujourd'hui du peuple palestinien sous occupation israélienne? Depuis la signature des accords d'Oslo, que à mon avis c'était une grande erreur de la part des gens qui ont signé, et la preuve aujourd'hui on la voit clairement, que les accords d'Oslo c'était un piège pour les Palestiniens. Il y a juste 30 ans de cela. 30 ans. Et c'était juste un piège pour les Palestiniens, et c'était juste un accord pour garantir la sécurité d'Israël. Malheureusement, depuis Oslo, et ça c'était la stratégie israélienne, c'est de couper le peuple palestinien en 5 morceaux. Un morceau à Gaza, un morceau en Cisjordanie, un morceau à Jérusalem
un morceau les Palestiniens qui vivent en 48 et les Palestiniens qui vivent en exil. Et la stratégie israélienne, c'est de gérer chaque endroit, chaque population différemment de l'autre. Ça dépend de son état, ça dépend de sa stratégie par rapport à la sécurité israélienne. Par exemple, Gaza, on voit clairement depuis 2007, elle est sur un siège, que les gens ils vivent dans une pauvreté où il n'y a pas de travail. L'électricité, tu peux l'avoir 4-5 heures par jour. L'eau, pareil. Les gens ils vivent en pauvreté. Tout ça parce que les Palestiniens ils ont choisi librement un gouvernement qui ne plaît pas ni aux Israéliens, ni aux Européens, et ni aux Américains. Depuis 2007, Gaza est sous siège. Malheureusement, aussi, on voit bien la grande quantité de jeunes de Gaza qui sont en train de partir aujourd'hui. On voit les morts dans les bateaux dans la Méditerranée, quotidiennement des Palestiniens qui sont morts là-bas. Et on paye le prix du choix du peuple parce que ça n'allait pas avec les choix des Américains. En Cisjordanie, pareil, pour le travail, il y a une pauvreté. Il n'y a pas beaucoup du travail où les gens ils peuvent travailler. Malheureusement, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller travailler dans la construction. En Israël, il y a 175 000 travailleurs palestiniens qui vont travailler en Israël tous les jours. La société civile palestinienne est visée par l'armée israélienne. La fermeture, là on a vu depuis 2 ans, ils essaient de fermer les plus grandes 6 ONG palestiniennes, de les mettre hors de la loi, de couper leurs fonds et de fermer les portes parce que ces ONG-là qui ont travaillé et continuent de travailler sur la question de la Cour pénale internationale et préparer les dossiers. La situation à Jérusalem, c'est de pire en pire parce que Jérusalem, c'est clair qu'il y a un plan de vider Jérusalem de ses citoyens originaires. Un nettoyage ethnique d'après certaines organisations. Ouais, et surtout avec des nouvelles lois, il y a un plan qui est pas caché des Israéliens d'avoir en 2030 une majorité israélienne de 70 à 80% des Israéliens, une minorité palestinienne de 20%. Ça veut dire qu'il faut se débarrasser de au moins 280 000 Palestiniens, de les faire sortir hors de Jérusalem. Les moyens sont différents. Pour eux, tout est légal pour se débarrasser des Palestiniens, les destructions des maisons, la construction du mur, ne pas donner des permis de construction pour des Palestiniens, les arrestations, les démolitions des maisons. Le plan est continue quotidiennement. Et pour les Palestiniens qui vivent en 48, aussi la situation elle est pire parce que là-bas, comme les Palestiniens ne font pas l'armée, par exemple, une des lois israéliennes, il y a certains travail, si tu n'as pas fait l'armée, tu n'as pas accès à beaucoup de normes de travail. Ça veut dire que tu n'as pas accès à tous les travails que les Israéliens ils ont accès. En plus, on rajoute les démolitions de maisons, ils n'ont pas le droit de construire, ils n'ont pas le droit d'élargir des villes, et il y avait les propositions historiques de plusieurs gouvernements israéliens de faire sortir les grandes villes palestiniennes de 48 et les mettre de les rendre à l'autorité palestinienne. Alors moi je pense qu'on n'est pas que devant un état d'apartheid, on a dépassé la question d'apartheid. Là on est devant un essai israélien de vraiment mettre un fin au monde peuple palestinien. Ils veulent que les gens partent. L'apartheid, c'est de vivre à côté en circonstances différentes. Mais là, on est dans un état où ils essayent de chasser les gens dans des différents moyens
pour garder le terrain, pour vraiment essayer d'appliquer leur slogan historique que la Palestine elle était une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Alors la situation du travail et d'autres, elle est de plus en plus dure pour les Palestiniens. Et maintenant tu fais partie de ces déportés, de ces exilés qui ne peuvent pas rentrer dans leur pays, qui les a vus naître et grandir. Es-tu optimiste et qu'est-ce qu'on peut faire, nous, ici, localement, en France? Comment aujourd'hui on peut travailler à ce que tu puisses retourner dans ton pays? Pour moi, je veux tout faire pour essayer de pouvoir retourner chez moi. Moi, j'ai toujours voulu vivre à Jérusalem et je me suis toujours, j'ai toujours mené mon combat depuis Jérusalem et je voulais vivre avec ma famille à Jérusalem. C'est là où j'ai grandi, c'est là où je veux vivre, c'est mon droit de vivre. Mon combat, il sera surtout deux fronts essentiels, un front politique et un front légal, judiciaire, si on veut dire. Là, mon dossier va passer à la CPI et ailleurs. Mais par rapport à la question, qu'est-ce qu'on peut faire en France? Déjà, ce rassemblement est une forte réponse pour dire qu'ici, en France, on est nombreux et nombreuses pour soutenir le peuple palestinien, soutenir son combat, soutenir son droit. Chaque petite émission ou quelque chose qui est fait est important. La question de BDS, les jumelages entre les villes, la question des prisonniers, le soutien, même moi, le soutien pour les ONG, pour les 6 ONG qui veulent la fermer, ils font de travail énorme, il faut le soutenir. Chaque événement ici en France qu'on fait, c'est important. Il faut mettre la pression sur le gouvernement français, clairement, pour qu'il commence à réfléchir, de reprendre ses responsabilités. Je ne veux pas dire qu'il reconnaît un État palestinien ou non, on est un peu loin avec ce gouvernement, on est loin de là, mais il faut lui mettre la pression pour lui dire qu'il doit reconnaître les droits. Mais moi, un conseil, moi je pense, pour le mouvement de solidarité, on doit rester unis, élargir au maximum ce mouvement de solidarité. Il faut rester unis et forts. On n'a pas besoin de division dans le mouvement de solidarité parce qu'on a devant nous des voyous, des gens qui essayent d'utiliser leur pouvoir pour essayer de nous casser, d'essayer de nous silencier, d'essayer de nous mettre de côté. Alors chaque événement qu'on fait, chaque initiative, pour les Palestiniens, c'est important parce qu'il faut savoir que le mouvement de solidarité, il fait partie de le mouvement de la résistance palestinienne. La solidarité internationale, c'est un des éléments de la résistance palestinienne. C'est pas un élément loin, c'est un élément essentiel parce que moi je vous le dis, depuis le Palestine, de travailler sur l'opinion publique, c'est une question très dure. C'est à vous, c'est à moi aujourd'hui, c'est à nous ensemble de travailler à construire cette opinion publique en faveur du peuple palestinien pour commencer à isoler l'État d'Israël. On a tous les moyens de droit qui sont à notre côté. Il y a tous les votes. Il y a tous les votes au niveau des Nations Unies et ailleurs. On a des décisions des tribunaux. On a beaucoup de choses à nos faveurs. L'ennemi, il n'est pas faible, ça on le sait. Mais comme je le dis toujours, le peuple palestinien n'est plus faible que le peuple algérien et Israël n'est pas plus forte que les Américains. On va continuer le combat. Pour moi, j'ai changé d'endroit. Pour moi, la Palestine, c'est une cause et c'est pas la géographie. De loin, on continue le camp, on continue ce combat ensemble. On essaye de garantir et d'offrir
un meilleur futur pour les enfants, pour les générations qui viennent, pour pas qu'ils subissent de ce qu'on a subi. J'aimerais bien que mon fils n'ira jamais en prison comme son père. C'est pour ça que l'avenir est pour les gens qui luttent, pour les gens qui gardent leurs principes humains pour avancer, pour une lutte, pour obtenir et arracher la liberté et l'indépendance. Merci. On parlait beaucoup des mouvements de solidarité au sein même de la population israélienne. Moi, j'aimerais savoir si aujourd'hui, comme ce fut le cas à une époque, notamment avec les refusniks, ces jeunes qui refusaient d'aller se battre dans les territoires occupés, savoir si aujourd'hui cette solidarité au sein d'Israël existe encore ou si elle a été complètement laminée par les politiques gouvernementales israéliennes successives. Malheureusement, avec la société israélienne qui est en train d'aller de plus en plus à l'extrême droite, si on veut dire les Israéliens qui sont pro-palestiniens, ils sont de moins en moins. Les refusniks, il existe encore, et ce sont quelques jeunes aujourd'hui qui refusent de faire l'armée israélienne par principe, mais je vois moi clairement que la situation de ces gens-là dans cette société d'extrême droite, elle est vraiment dangereuse. Et ces gens, ils ne restent plus sur place, ils sont en train de partir parce qu'ils ne peuvent plus vivre dans cette société-là. On n'est pas devant une démocratie. L'illusion de dire que Israël, c'est la démocratie du Proche-Orient, il faut aller vraiment vérifier. Loin de la question palestinienne, sur la question sur le plan inter-israélien, les différences entre Ashkénazes et Sfarad et les Éthiopiens, les Arabes, bon, tu peux trouver tout. Mais je pense que les pro-palestiniens qui sont de moins en moins, les ONG pro-palestiniennes en Israël, ils sont attaqués, on essaie de couper leurs fonds, on essaie de les mettre de côté, on essaie de les silencier, même les journalistes qui travaillent à Haaretz et ailleurs, ils sont attaqués régulièrement par cette société. Et tout d'abord, merci pour votre intervention et pour votre combat. Franchement, c'est un combat qui, je pense, nous touche toutes et tous ici. Moi, je voulais demander une question sur la question des militants palestiniens en Palestine, qui sont du coup dotés d'organisations. Donc, il y en a diverses. Vous connaissez tous le Fatah, le Hamas, le FPLP notamment. Il y a également un autre mouvement que j'ai découvert il y a pas très longtemps via les bombardements, c'est le MJIP, le mouvement de djihad palestinien. Donc, il y a un quatrième mouvement qui s'est ajouté à tout ça. Quels sont les liens qu'il y a entre les organisations? Est-ce qu'elles communiquent entre elles? Est-ce qu'elles combattent ensemble? Ou est-ce qu'elles se font un peu la guerre entre elles dans les réalités? Je voudrais savoir du coup, est-ce qu'il y a une solidarité interorganisationnelle au sein de la Palestine? Est-ce que certains mouvements coopèrent plus avec d'autres mouvements et pas avec tout le monde? Enfin, quels sont les liens justement entre les différentes organisations palestiniennes? Je ne peux pas aller rentrer dans tous les détails. Malheureusement, il y a une question, si tu veux, il y a un truc essentiel qu'après la division de 2006-2007 entre le Fatah et le Hamas, tu as cette coupure de coordination, sur le dire, entre les deux grands partis, entre le Fatah et le Hamas. Moi, je te dis, après la Nakba et Oslo, cette division politique, elle est vraiment la troisième grosse victoire pour Israël. Cette division inter-palestinienne
qu'on n'arrive pas à régler jusqu'à aujourd'hui. Il y a cette coordination entre les partis palestiniens. Ça dépend du moment politique, ça dépend, parce qu'on l'a vu clairement, cette coordination pendant la guerre de 2021, il y avait cette coordination à Gaza et ailleurs, mais quand on la voit clairement quand il y a une confrontation avec l'occupant, c'est moins organisé, si tu veux, quand il n'y a pas de clash avec les Israéliens. Alors ça dépend du moment politique, mais moi, à mon avis, de sortir de cette impasse politique pour les Palestiniens, il faut retourner vers la base, de reconstruire l'OLP, et je ne parle pas de la question de l'autorité palestinienne, de reconstruire l'OLP, une élection pour les 14 millions des Palestiniens qui se trouvent partout, qui ont le droit de choisir leur représentant, qui est basé sur un plan politique de libération nationale. Eh bien, merci Jacques Salah, merci à toutes et à tous, merci au CAST d'avoir initié ce débat, et on peut conclure, je crois, par vive la Palestine et la Palestine vive.